Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un professeur assassiné, des manifestations, des OQTF qui n'existent pas, une maison passoire, oui, il faut le dire, et que ça, open bar, on en est là en France? Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Non, ce n'est pas Gérald Darmanin, c'est Anna Karina dans Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard. Oui, il y a pratiquement 40 ans. Et on se demande ce qui se passe quand on entend le ministre de l'Intérieur, qui essaie de faire son boulot, qui condamne, qui dit ça ne va pas se répéter avec la plus grande fermeté. Et puis à propos de la famille Mogouchkov, la famille tchétchène Mogouchkov, il dit ceci à propos de ce qui s'est passé, à propos des délinquants étrangers, etc., dans un pays constitué qu'on appelle une démocratie, sûre d'elle-même et ayant une autorité. Normalement, ces gens-là devraient être reconduits. Eh ben, c'est pas possible. Comment, monsieur Darmanin, c'est pas possible? Écoutez. C'est tout l'objet, parce que nous avions vu cette difficulté dans le droit, du projet de loi immigration que je propose. Je rappelle que c'est les articles 7, 8 et 9 du projet de loi immigration qui arrivera le 6 novembre prochain au Sénat. Et je souhaite que la majorité sénatoriale, puis demain la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, vote ces dispositions, puisqu'il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser du territoire national, alors même que je le veux, parce que la loi empêche de les expulser, soit parce qu'ils sont mariés en France, soit parce qu'ils ont eu des enfants en France, soit parce qu'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans sur le territoire de la République, quand bien même ils auraient commis leur acte après 18 ans. Alors voilà, c'est le cas de la famille de Mohamed Mogouchkov, l'assaillant d'Arras, celui qui a tué un professeur et en a blessé 2 autres. Voilà, donc je rappelle très rapidement, il avait été placé en 2014, vous voyez, pratiquement 10 ans en centre de rétention, avant son expulsion n'ayait pas obtenu de demande d'asile. Le ministère de l'Intérieur, à l'époque dirigé par Manuel Valls, avait annulé cette mesure d'éloignement. Voilà, donc cette famille arrivée en 2008, Mohamed Mogouchkov, l'assassin, avait alors 6 ans, bien sûr, donc refuse de demande de droit d'asile, les recours sont épuisés, les parents et les 5 enfants Mogouchkov sont placés en centre de rétention, la famille refuse de monter dans l'avion pour la Russie, et de nombreuses associations, PC, et aussi partis politiques, ELV, tout ça se mobilise pour empêcher cet éloignement. Très bien. Alors, fin de rétention en 2014, eh bien, Manuel Valls remplit les conditions de la circulaire, les Mogouchkov étaient en France depuis plus de 5 ans, 4 des enfants étaient scolarisés en France, ils venaient d'avoir un bébé, donc, le père de la fratrie a été seul expulsé de France pour radicalisation. On savait qu'ils étaient radicalisés, fiché S, connu, etc., etc. Voilà. Donc, il ne pouvait pas être expulsé, Mohamed Mogouchkov, selon la loi, puisqu'il arrivait avant ses 13 ans sur le territoire français. Alors, ce que dit Gérald Darmanin, donc, est vrai, c'est-à-dire qu'il faut, effectivement, il est en train de faire cette loi, qui doit arriver en novembre devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, Pierre-Marie Sèvres, vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. Donc, aujourd'hui, la loi, en fait, empêche toute expulsion, empêche toute, empêche toute prévention sur ce qui se passe, quoi. Alors, c'est effectivement la loi, je dirais même dans un sens plus large, c'est le droit. C'est-à-dire qu'il y a la loi, certes, et là, Gérald Darmanin a raison de poser la question et de poser le problème, puisque en tant que pouvoir exécutif, il a le pouvoir d'influer grandement sur la loi. Mais il y a aussi la jurisprudence. On en parle de plus en plus, mais la jurisprudence nationale et européenne pose problème. Européenne, on l'a dit, Gérald Darmanin l'a dit, il avait dit que peu importe qui serait condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, mais la Cour européenne des droits de l'homme, ça n'est qu'une cour parmi d'autres. Il y en a d'autres qui vont bloquer, qui ont bloqué et qui bloquent actuellement tout le droit des étrangers, c'est-à-dire qui rentrent sur le territoire et qui nous faisons sortir du territoire. Là-dessus, le pouvoir exécutif et donc le peuple français, finalement, est ligoté et saucissonné dans un paquet de décisions de justice, dans un paquet de lois, puisque là, en l'occurrence, Gérald Darmanin l'a dit, si cette personne n'a pas été expulsée, si le terroriste n'a pas été expulsé en 2021, alors même que sa demande d'asile avait été refusée, c'est parce qu'il y a une loi française dans le code d'entrée et au séjour des étrangers du droit d'asile qui
empêche d'expulser quelqu'un qui est en France depuis moins de 13 ans. Ça, c'est une loi qui se modifie. Il suffit de la modifier. En France depuis moins de, non, qui était âgé de moins de 13 ans quand il est arrivé en France. Mais moins de 13 ans quand il est arrivé en France. D'accord. Exactement. Mais c'est pas la seule. Et donc on parle de la loi, mais on parle aussi de la jurisprudence, parce que là, il faut faire une chronologie, mais le droit à la vie familiale normale, par exemple. Le regroupement familial, qui est aujourd'hui le principal, depuis 40 ans, le principal vecteur d'immigration en France. 50 ans même, presque. 50 ans, exactement. Ouais. Depuis les années 70. Donc exactement, ça fait 50 ans. En 74, Valéry Giscard d'Estaing dit, bon, on n'a plus besoin d'immigration de travail, puisque nous avons du chômage en France, et donc, par mesure humanitaire, nous allons faire venir les familles de ceux qui souhaitent rester, des travailleurs algériens, maghrébins, essentiellement maghrébins à l'époque, mais aussi africains, qui veulent rester en France. Nous faisons venir leur famille temporairement. Et donc, il y a un décret qui est pour le regroupement familial, qui dure 3 ans. C'est Jacques Chirac qui le met en place. D'accord. Et en 77, Raymond Barre, Premier ministre, nous dit, bon, le regroupement familial, ça a assez duré, maintenant ça fait 3 ans, on a laissé les gens rentrer, on va annuler ce décret, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un juge sorti de nulle part, le Conseil d'État, nous dit, ah non, vous n'avez pas le droit d'annuler ce décret qui a pourtant été pris 3 ans auparavant. Vous n'avez pas le droit de l'annuler parce qu'il existe un principe fondamental des lois de la République, un PFRLR, qui est un principe, qui est quelque chose qui est inventé par le juge, qui dit que chaque être humain a le droit à une vie familiale normale et donc il a le droit au regroupement familial. Depuis 78, c'est cette décision du Conseil d'État qui s'appelle Gisti. Depuis 78, le regroupement familial n'a jamais été remis en question. Et bien pire, le Conseil constitutionnel lui a donné une force encore plus forte juridique, et ensuite la Cour européenne des droits de l'homme et l'Union européenne, etc. Et on a vu les résultats, très bien, le regroupement familial continue plus jamais. Ouais. Quelque chose quand même là-dessus, pour revenir à l'histoire de Mohamed Mogouchkov et de l'assassinat vous dites effectivement, et vous dites quand même le pouvoir exécutif peut changer les lois, et c'est ce que propose Gérald Darmanin. Très bien. Mais est-ce que, par exemple, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, Pierre-Marie Sèvres, est-ce que si, par exemple, la loi est votée, enfin, ces articles de la loi sont votés, est-ce que l'Union européenne peut empêcher que cette loi s'exerce? C'est-à-dire, je pose la question, est-ce que les lois européennes sont supérieures aux lois françaises? Oui. Alors, en droit, nous avons ce qui s'appelle la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que un décret est moins important que la Constitution. Ça paraît logique, et tout ça est bien écrit. Vous avez en bas les décrets, vous avez au-dessus les lois, vous avez au-dessus les traités internationaux, qui sont donc au-dessus des lois. Et vous avez normalement, tout en haut, vous avez la Constitution. Il se trouve que d'ailleurs, c'est remis en question par le droit européen. Mais les traités sont supérieurs aux lois. Donc c'est le problème principal. Nous pouvons voter toutes les lois que nous voulons en France, tant que les traités auxquels nous avons souscrit, c'est-à-dire les traités européens que nous avons signés et ratifiés, disent autre chose, eh bien c'est autre chose qui va être appliqué par le juge français. Parce que le juge français est juge de toute la hiérarchie des normes, il est juge de la Constitution, ça se discute, mais des traités aussi. C'est-à-dire que le juge peut arguer du traité européen pour refuser d'appliquer la loi française. Exactement. Et c'est ce qu'il fait allègrement depuis plusieurs décennies. C'est pour ça que, par exemple, l'OQTF ne sont jamais exécutés, enfin, à 7%. Obligation de quitter le territoire français. Oui, obligation facultative. Quelle obligation? Enfin, c'est invitation, prière, admonestation, mais pas surtout. Et il y a même pire, parce que vous voyez, imaginons que nous arrivions à soulever tous ces obstacles. L'obstacle constitutionnel, l'obstacle des traités européens et l'obstacle de la loi. Si on arrivait à modifier tout ça pour expulser ces gens, vous voyez ce qui s'est passé en 2014. Il y a toujours des associations qui vont empêcher la loi. Puisqu'en 2014, quand la famille de Mogouchkov devait être expulsée, le juge s'était exprimé en disant il faut expulser cette famille, l'administration s'était exprimée en disant il faut expulser cette famille. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a malgré tout eu des associations qui ont empêcher. Mais comment les associations peuvent empêcher le préfet et la loi? C'est de la pression politique. Je suis d'accord. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc il n'y a pas l'état de droit. C'est-à-dire qu'une association peut, ou deux associations, ou un ou deux partis politiques, peut empêcher le droit, même le droit de s'exprimer, enfin, d'être acté. Vous savez, moi, au cours de mes études de droit, j'ai réalisé une chose, c'est que le droit, c'est un rapport de force. C'est un élément dans un rapport de force. Le droit, ça va simplement donner plus de force à une position par rapport à une autre. Mais si l'autre position est plus puissante, alors le droit ne vaut rien. Le droit, on marche dessus, on le piétine. Et c'est exactement l'illustration qu'on a eue en Ille-et-Vilaine en 2014, quand cette famille devait être expulsée, que le droit était en faveur de l'expulsion, mais que ces associations-là, qui doivent avoir des relais locaux, internationaux, etc., sans parler des relais de gauche au niveau national, alors ça avait été repris par le Parti communiste et des médias, etc., cette puissance-là était supérieure à celle de la loi.
Et donc finalement, la loi, on la piétine. Mais d'un autre côté, on peut voir ça aussi d'un côté positif. On peut se dire, bon, le droit, ça veut pas dire grand-chose, tant mieux, parce que je veux dire, le droit, il nous gêne tellement pour faire notre politique d'immigration qu'on aimerait bien pouvoir passer par-dessus. Donc moi je pense que c'est pas plus mal et que simplement il faut une énorme légitimité du pouvoir exécutif et donc que la population soit massivement en faveur de l'expulsion de cette personne et qu'elle s'y exprime donc et qu'elle le dise dans les médias. Donc il faut faire un référendum pour vous là-dessus. Pour moi, alors la seule solution juridique qui reste, c'est le référendum, puisque c'est la seule arme qui, normalement, passe par-dessus toute la hiérarchie des normes que je vous explique. Et mon cher Pierre Marissel, croyez-vous véritablement que le pouvoir va faire un référendum, veut faire un référendum, va suivre ça ? Alors, il a déjà dit qu'il ne le ferait pas sur l'immigration, ce qui est pourtant le sujet numéro 1 de toutes les problématiques en France. C'est lié de près ou de loin à l'immigration. Donc, il a déjà annoncé, Emmanuel Macron, qu'il ne le ferait pas. Moi, je vois quand même une solution, c'est le référendum d'initiative partagée. Donc, vous vous en souvenez peut-être, quand un certain nombre... C'était fait pour ADP. Ça n'a pas fonctionné, mais ADP, la privatisation d'aéroports de Paris, pendant l'épisode des Gilets jaunes, il y avait eu un référendum d'initiative partagée. Donc c'est alors 150 ou 180 parlementaires qui doivent co-saisir co-saisir le Conseil constitutionnel. Enfin bref, pour organiser le référendum. Et il faut 5 millions de signataires, je crois. C'est énorme, mais sur un sujet comme l'immigration, moi je pense que c'est possible. Et je pense que les Républicains et le Rassemblement national auraient tout intérêt à s'allier sur ce point-là pour donner la voix au peuple, tout simplement. Eh bien, écoutez, on va voir s'ils le feront. C'est intéressant. On va suivre tout ça et on en parlera encore avec vous. Pour le moment, open bar, open bar, open bar. C'est ça.